Rick, je voudrais qu'on profite de ce moment que nous passons ensemble pour évoquer un thème qui t'est cher, je le sais, la relation maître-disciple. Un thème très important, central, du point de vue traditionnel en tout cas. Et j'aimerais qu'on évoque ce thème d'abord à partir de ta propre expérience de cette relation. Donc je suppose que pour toi, la relation à ton propre maître a connu en fait différentes phases. Des phases que tu peux identifier avec une évolution, un approfondissement. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous évoquer ces différentes phases? Identifier les phases, c'est difficile, parce que c'est plutôt comme la fluidité d'une rivière, et il y a une évolution très lente, presque imperceptible, tellement elle est délicate et subtile. Donc j'ai vu des points de repère dans ma relation à Arnaud qui sont très facilement détectables, par exemple notamment par rapport à la peur. Et donc progressivement j'ai senti que dans ma relation à cet homme particulier, j'ai de plus en plus senti qu'il voulait mon bien propre, que les critères de projection ne jouaient pas ou peu, de moins en moins en tout cas. Et donc c'est une lente évolution. Il n'y a pas vraiment des phases, un avant, un après, brutal, localisable dans le temps précisément. Mais c'est sur le long cours. C'est pour ça que c'est une relation qui s'établit non pas de manière ponctuelle et intense, mais c'est une course de fond qui fait que notre atmosphère intérieure change progressivement, et donc la relation à lui et la relation aux autres aussi, c'est indissociable. La relation aux autres change progressivement. Donc j'inscris ça vraiment dans une longue perspective. Et l'essence de cette relation, elle est très difficile à décrire, d'où de nombreuses incompréhensions. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir lire dans la littérature spirituelle des récits d'ascèse, de cheminement et de relations entre maîtres et disciples qui ont fait leurs preuves dans l'histoire. Et je me suis dit, j'en ai dégagé des constantes, j'en ai dégagé un fond commun, repérable, dans lesquels la confiance joue un rôle essentiel, et l'absence de peur progressive, parce que la peur ne peut pas être là si... la confiance ne peut pas être là si la peur est trop puissante. Donc au départ, il y avait de la peur, forcément. Une peur énorme, due à l'importance de l'enjeu. En fait, je sentais qu'il y avait un enjeu capital, et donc c'est un risque majeur de s'engager auprès de quelqu'un. Parce que si on se trompe ou si cette personne n'est pas fiable, on va à la catastrophe. Et en même temps, l'aspiration était là, et ce vers quoi on va, même si on est attiré, en même temps, ça nous fait énormément peur. Parce que c'est le dépassement du moi, le dépassement de nos critères habituels, l'au-delà de la personnalité. Et donc on va se perdre de vue par rapport à la manière dont on se connaît soi-même pour aborder un espace beaucoup plus large. C'est un peu comme cette grenouille qui a vécu toute sa vie dans un puits. Et si jamais elle commence à entrevoir l'océan, c'est vertigineux. Les repères habituels explosent ou s'atténuent. Et donc l'immensité fait énormément peur. Donc ce qui nous attire, par définition, nous fait peur. D'où les résistances habituelles, ordinaires, qu'il faut progressivement dépasser. Et qui donc se projettent, s'investissent sur la personne. Donc il y a des peurs d'ordre psychologique, les transferts habituels, les projections habituelles. Et puis je dirais une peur au singulier qui est une peur qui a une valeur métaphysique, je dirais. Parce qu'aller vers la destruction du mental, c'est quelque chose qui est absolument terrorisant pour le mental. Donc ça demande de s'amadouer, de se familiariser, de voir que ce n'est pas notre être, que ce n'est pas moi-même qui est en danger. C'est ma structure mensongère qui est en danger, ce sont mes croyances fausses qui sont en danger, mes conditionnements qui sont en danger. En fait, mes illusions sont en danger. Et ça, c'est un travail de long cours, de remettre en question ces illusions-là, dont on croit que c'est ça notre essence. Et dans la relation à un maître authentique, il y a cette terreur, il y a cette peur, il y a cette appréhension, et en même temps, progressivement, on sent qu'il nous amène vers nous-mêmes, en fait, parce que sinon, ce serait une dépendance.
Ce serait une adulation, ce serait de l'idolâtrie, ce serait une restriction considérable de mon être. Et c'est ça qui est difficile, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'on est assujetti, qu'on perd complètement son bon sens, qu'on perd son libre arbitre, au nom d'une soumission sublime. Et en fait, Arnaud ne m'a jamais obligé à rien. J'ai toujours senti, il me propose une option, il me propose des alternatives, en m'éclairant sur les incidences et les conséquences. Mais ça a toujours été ma décision libre et entière. Donc il n'y a pas un assujettissement où je m'en remets complètement à quelqu'un qui est censé voir à ma place, qui est censé avoir accédé à la sagesse, et moi je perds complètement mon libre arbitre. Ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs c'est ça qui était étonnant auprès de lui, c'est qu'on sentait que tout est complètement ouvert, et si je choisissais cette direction, ben, il y était ouvert. J'aurais pu choisir le contraire. Et on est renvoyé à nous-mêmes. Mais c'est ça qui est justement difficile, dans la mesure où on est souvent très très conflictuel, très déchiré. Donc, Alors justement, tu as parlé de ces structures psychologiques, tu as employé le mot de croyance auxquelles nous sommes identifiés. Et tu as parlé aussi de la littérature spirituelle, des récits de relations de maître à disciple. Ce qu'on trouve souvent dans ces récits, c'est des moments où le disciple vraiment engagé se trouve poussé dans ses retranchements, se trouve confronté justement à cette structure où le maître s'attaque, entre guillemets, à cette structure qu'on peut appeler parfois stratégie de survie, croyance de base, qui l'identifie à lui-même, à sa propre essence. Donc, alors je ne te demande pas bien sûr de partager des choses d'ordre intime qui pourraient impliquer d'autres personnes qui n'auraient pas leur place ici, mais est-ce que tu pourrais quand même nous évoquer ce que tu as pu vivre ou ce que tu as pu en tout cas retirer de moments où effectivement ce processus-là s'est passé pour toi? Tu t'es senti par moments poussé dans tes retranchements? Oui, ça a pu se faire parce qu'il y avait une confiance de fond. Parce qu'on ne peut pas remettre en question le fonctionnement de quelqu'un s'il n'y a pas un contexte porteur et une confiance de fond où l'on sent que cette remise en question n'est pas un arbitraire, ce n'est pas une confrontation d'opinion, ce n'est pas une idéologie non plus. C'est vraiment comment aider et comment être en position où on va plutôt se rapprocher de notre essence. Alors c'est un mot, ou se rapprocher de notre être. Et on sent bien confusément que la manière dont on pense, la manière dont on réagit émotionnellement, tout ça, ce sont des parasitages. Et donc il y a des situations privilégiées où là, on va être mis au pied du mur. C'est-à-dire que notre ancien système de perception doit nécessairement être ébranlé. On peut, à un moment donné, mais ça se fait très progressivement et très naturellement. Alors avant d'aller plus loin là-dessus, je voudrais m'arrêter sur un point que tu as mentionné qui me paraît très important. Beaucoup de personnes qui ont pu lire une littérature spirituelle ont l'idée un peu naïve que le maître va les pousser dans leur retranchement, peuvent même demander, formuler allez-y, ne me ménagez pas, poussez-moi dans mes retranchements, et souvent sont déçus parce que le maître semble manifester plutôt beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, et ne pas être spécialement décidé à les pousser dans leur retranchement. Oui. Donc ce que tu viens de nous dire, c'est que ce stade où on se trouve poussé dans nos retranchements par le maître est un stade qui, entre guillemets, se mérite ou n'arrive pas tout de suite, qui arrive justement par la confiance, c'est lui-même un fruit de l'approfondissement de la relation. Oui, ça va naturellement se passer dans une démarche de transformation, parce que sinon on resterait toujours le même, avec peut-être des améliorations, mais la transformation de l'être en profondeur va supposer le passage par certains carrefours obligatoires, inévitables. C'est pas constant non plus, c'est pas non plus une torture permanente, mais il y a des moments d'épreuve qui sont nécessaires et qui ne peuvent se produire que si on arrive à une certaine maturité déjà, parce que ça ne va pas se produire auprès de quelqu'un qui n'est pas mûr, et le maître lui-même ne va pas solliciter ou pousser dans des retranchements une personne qui ne serait pas en mesure d'intégrer les incidences. Un jour, Arnaud lui-même m'a raconté une personne qui lui quémandait « mais montrez-moi » voilà, et vraiment appelait cette remise en cause. Et Arnaud m'a dit, à cette personne-là, bon, il insistait tellement, je lui ai fait juste une petite pichenette
Et il a mis 3 semaines à s'en remettre. Il n'a pas été au-delà, mais c'était juste pour montrer que on ne peut pas jouer impunément avec cette remise en question. Elle va se produire naturellement dans cette relation intime, progressive, et c'est une question de timing, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se produire au hasard, sous prétexte que la personne le demande, ou sous prétexte que le maître sent que voilà, arbitrairement, voilà, on va lui montrer ce qu'il a à montrer. Non, il faut que ça arrive à maturité, ça. C'est dans un processus très très naturel. Mais il y a des moments où, oui, il faut des remises en question. On ne peut pas changer et en même temps garder ses opinions, garder son même point de vue, être convaincu je pense ça et j'ai raison de le penser. Non, parfois, il y a vraiment une remise en cause de cette approche-là. Et ça, je l'ai trouvé dès que j'ai lu Platon. J'ai eu la chance de le lire très tôt. Et dans les dialogues socratiques, il est bien dit que Socrate, à un moment donné, il se comparait à un poisson torpille, donc qui va brûler, qui va à un moment donné être une pression pour l'élève. Et Platon décrit très bien ces moments-là, où l'élève est furieux contre le maître. Il a l'impression qu'il ne le suit pas dans ses points de vue. Et oui, donc, là, il y a des oui. moments de friction, des moments d'échauffement qui sont inévitables et qui doivent être bien compris dans une démarche, parce que c'est universel. Je veux dire, il y a eu même des grands disciples, comme par exemple Milarépa. À un moment donné, il saturait, il n'en pouvait plus, il allait se plaindre à la femme de son maître, qui d'ailleurs atténuait parfois les choses. C'est des moments de vérité qui sont assez difficiles, parce qu'on est très attaché à nos illusions. Donc justement, j'ai entendu des histoires, bien sûr dans la littérature traditionnelle, mais même d'élèves d'Arnaud. Bon, moi-même j'en ai vécu quelques-unes, où effectivement il y a ces moments, ce que tu appelles l'échauffement. Donc toi, qui pour les gens qui te connaissent, qui connaissent au moins de l'extérieur ta relation à Arnaud, peuvent avoir l'impression que ton tempérament, ta nature était très proche de celle d'Arnaud, que par conséquent entre vous c'était une sorte d'harmonie naturelle, un petit peu innée, parfaite, contrairement à d'autres. En fait, tu peux témoigner qu'il y a aussi eu des moments où, momentanément, tu en as voulu à Arnaud, tu as été en colère, tu as été furieux, tu as été... Bon, ça s'est produit, mais pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire que quand il me remettait en cause, je partais toujours du postulat qu'il savait ce qu'il faisait, il savait pourquoi il me disait les choses, et parfois je sortais d'entretien et je me disais, mais j'ai pas eu l'impression d'être entendu, j'ai pas eu le temps de développer ce que je voulais développer, et il m'embarquait dans une autre direction, et j'avais vraiment l'impression, mais oulala, où on va, je suis en train de... Parfois il y avait une demi-heure d'entretien, j'ai oulala, j'avais une horloge interne, je disais, mais je vais pas avoir le temps d'aborder ce qui pour moi est important, et il m'embarquait ailleurs, et au final, il avait bien raison d'utiliser le temps de cette manière-là. Mais ce n'était pas mon point de vue, ce n'était pas la manière dont je... Et alors il y avait eu des frustrations, oui, il y en a eu, ou des moments où je ne me suis pas senti vraiment compris. Mais en même temps, avec un recul, avec un zoom arrière, comme il le disait lui-même, je voyais très bien, heureusement, que je ne me suis pas égaré dans ce qui me paraissait être important à ce moment-là. Mais j'ai eu des moments occasionnels d'impression de décalage, d'impression de... Qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne vois pas trop pourquoi il fait ces développements-là. J'ai l'impression que c'est lui qui est à côté de la plaque, où il m'a mal perçu. Ça, c'est inévitable. Ça aussi, c'est des perceptions inévitables qu'il ne faut pas interpréter négativement. Donc ce que tu nous dis, c'est que tu lui as toujours donné sa chance, d'une certaine façon. Je suis parti de ce postulat. Je suis parti de ce postulat. Il a raison, et c'est lui qui voit. Alors on va dire, c'est complètement aveugle et vraiment c'est infantile. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'infantilisme et de projection positive sur lui. Mais en même temps, j'ai senti qu'il a à me montrer des choses. Je vais le voir pour qu'il me montre des choses que je ne vois pas. C'est ça le postulat de base, parce que si je vais le voir et puis je sais et je veux converser d'égal à égal au point de vue de la vision, non. Il a une longueur d'avance sur moi, il a une perspective que je n'ai pas. Et sur au moins les 40 années de démarche auprès de lui, ça a toujours été attesté qu'il avait une perspective que je n'avais pas. Et fort heureusement d'ailleurs. Et c'est ça que je venais chercher auprès de lui. Alors ce qui me paraît important, c'est que dans l'approche d'Arnaud, les remises en cause, ce qu'on peut appeler même l'ébranlement
de la structure, en fait, se faisait la plupart du temps dans un contexte qui n'était pas du tout en apparence métaphysique. Ça ne se faisait pas dans les grands principes. Ça ne consistait pas à te dire ou à dire à quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes le soi, vous êtes votre nature essentielle. Absolument ça pas. se faisait toujours à partir de situations en elles-mêmes très ordinaires, en fait. Très ordinaires, humaines. Très quotidiennes, parce que c'est à ce moment-là que se révèle un aspect de nous. Donc il avait le don de prendre dans l'échantillon au vol, je dirais. Et à ce moment, et parfois il n'y avait pas de commentaire, il n'y avait pas ensuite de développement explicatif sur une parole qui pouvait être parfois très directe, très tranchante. Il relevait quelque chose dans le moment, et c'était à moi de réfléchir sur cet échantillon-là, qui pouvait avoir des répercussions phénoménales. En fait. Est-ce que sur ce plan-là, tu pourrais, sans entrer dans des détails qui n'auraient pas leur place ici, est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples, un ou deux échantillons qui te viendraient à l'esprit? Oui, il faudrait les remettre en contexte, il faudrait les développer, mais un jour, il a mis au grand jour, justement, toute une stratégie de survie psychologique que j'avais, qui était par crainte de la désapprobation d'autrui, d'abonder dans le sens de la personne. Alors ça se présentait socialement de manière très très agréable, parce que j'étais pas très confrontant. J'étais toujours allé dans le sens, et donc j'étais réputé pour être avenant, poli. Mais c'était vraiment une structure de personnalité fondée sur une peur. Et un jour, lors d'un voyage avec lui aux États-Unis, on s'était arrêté dans un gîte, et la maîtresse de maison, on était quelques personnes avec lui, et la maîtresse de maison nous a proposé un menu, et il y avait plusieurs options. Il y avait du poisson, du canard ou du bœuf, et elle nous a demandé « qu'est-ce que vous souhaiteriez ?» Et en mon fort intérieur, je préférais le canard. Mais je ne me suis pas prononcé, j'ai attendu que chacun donne son avis pour me ranger disons, à l'unanimité. Et au moment où j'ai dit le canard, Arnaud s'est tourné vers moi, et lui-même il avait dit le canard. Et il s'est tourné vers moi, il m'a regardé droit dans les yeux, et il a lâché « flatteur ». Alors c'était... Bon, ça ressemblait à une insulte, ça ressemblait vraiment à... Et je me suis dit, c'est pas que je suis flatteur dans le sens où j'abonde dans son sens pour lui faire plaisir, parce que dans mon fort intérieur, ça correspondait vraiment à mon choix réel. Et donc j'aurais pu dire, il se trompe. Je m'étais prononcé dans mon fort intérieur avant même que lui énonce son propre choix. Donc, à un certain niveau, il se trompe. Mais c'était pas ça qui était important, c'était qu'est-ce qu'il me montre de là où j'en suis, qu'est-ce qui me montre de mon propre fonctionnement. Et là, ça a éclairé, ça a ouvert une porte de compréhension de tout un pan psychologique. Donc c'était une psychanalyse en raccourci, cette remarque-là. Mais prise au vol, comme ça, au détour d'une conversation complètement anodine, en fait. Qui, pour moi, m'a éclairé sur tout un pan de ma structure défensive, de protection, et toute une stratégie de survie fondée sur la crainte d'autrui. Et pourquoi il y avait cette crainte? Mais en même temps, je dois me méfier du danger. Je ne peux pas plaquer la manière dont Arnaud m'a guidé. Je ne peux pas le dupliquer, le cloner avec chacun, sous prétexte que pour moi, ça a eu des résultats que j'estime bénéfiques. Donc il y a un danger de rapetisser. Donc je fais très attention à ça, de ne pas systématiser la manière dont Arnaud m'a guidé. Parce que ça peut être une erreur... d'instructeur, je dirais. Alors au début, j'ai fait des maladresses parce que justement, je considérais que les personnes, si elles venaient là, eh ben, c'est qu'elles en voulaient et c'est qu'elles en demandaient. Et je partais du principe que la confiance était d'ores et déjà établie si elles venaient là. Et en fait, non. Non, c'était une erreur. Et donc, il a fallu peu à peu comprendre un petit peu les règles de ce que c'est qu'être instructeur, finalement. Ça fait partie du métier d'être instructeur, de ne pas plaquer, de ne pas vouloir aider la personne dans un rythme qui ne lui appartient pas. Donc parfois je peux voir des choses, mais évidemment, c'est pas les dire qui va être importante, c'est est-ce que la personne est en mesure de les voir elle-même. Donc il peut y avoir le petit coup de pouce qui l'amène à voir, mais parce qu'elle-même en est arrivée au point où c'est tout à fait mûr. Et à ce moment-là, s'il y a éventuellement une perturbation, elle va être absorbée, il n'y aura pas du tout d'incidence négative, il y aura un ébranlement momentané, mais ça sera complètement absorbé dans sa propre pratique. Il n'y aura pas d'ébranlement qui ferait qu'elle serait en révolte, dans l'incompréhension totale. Non.
non, ça ne se produit pas, non. Alors, dans ta propre relation avec Arnaud, tu as eu, ton épouse et toi, vous avez eu beaucoup d'occasions de quasiment vivre avec Arnaud, puisqu'il venait faire des séjours très prolongés chez vous, où il habitait chez vous, dans votre lieu de vie. Au début, c'était un appartement très exigu, Au début, on était c'était vraiment très exigu. collés les uns sur les Oui, autres. au début, il n'avait même pas d'appartement qui lui soit réservé. Donc, vous viviez vraiment en grande proximité humaine. Donc, cette situation, elle a été cause pour toi certainement d'enseignement, de beaucoup d'enseignements, d'observer Arnaud dans son humanité quotidienne. Est-ce qu'elle a été cause aussi parfois de perturbations, d'interrogations, de Certes, troubles? oui, bien sûr. Par exemple, quand je le voyais mélanger des sorbets de manière hétéroclite pour essayer d'avoir un parfum, je disais, bon, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il mélange des parfums qui sont visiblement pas très compatibles. Mais ça montrait, voilà, il était prêt à expérimenter, il était prêt à aller dans la nouveauté, dans l'innovation, il ne s'arrêtait pas des idées reçues. Et tout ça, ça m'a énormément élargi, ça m'a montré vraiment qu'il pouvait y avoir une manière de vivre vaste, c'était un mot qu'il utilisait fréquemment, la vastitude. Vraiment, il vivait large, il vivait grand, il s'intéressait à tout, et c'était l'opposé de la mesquinerie, de la constriction, et ça me faisait énormément envie, oui. C'est un bel exemple. Alors, je voudrais prolonger cette question sur l'opportunité de passer du temps avec le maître, de l'observer dans des conditions quotidiennes. Par une question peut-être un peu plus délicate, tu as eu le destin d'approcher ton maître, donc Arnaud, dans les derniers moments, en tout cas les dernières semaines de son existence, alors qu'il était hospitalisé, que d'après ce qu'on en a dit, il souffrait physiquement beaucoup. Si ça n'est pas trop intime ou trop délicat, qu'est-ce que tu sens de pouvoir partager, non pas sur un plan anecdotique, mais de ce que cette expérience, cette situation de trouver, toi, en tant que disciple, après toute une vie de relation auprès de ton maître physiquement diminué, dans une situation humainement très difficile, en bout de course du point de vue du parcours humain, qu'est-ce que cette situation particulière a pu t'enseigner, a pu te laisser comme enseignement, comme nourriture spirituelle, comme impression? Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Eh bien, je dirais, ça va faire un peu pompeux, mais ça m'a montré que l'impermanence est vraiment une donnée fondamentale. Ce que Swami Prajnanpad appelait la loi du changement. Et l'impermanence, c'est vraiment le thème de réflexion et de méditation sur lequel on doit vraiment se porter, s'appesantir. Parce que, bon, il est décédé à un âge avancé quand même, mais quel que soit le niveau de réalisation et de sagesse, il y a un corps humain qui est soumis de manière significative à la loi du changement. Et donc, il est passé par des souffrances physiques, vraiment des douleurs physiques très très intenses. Et donc ça amène quand même à une réflexion, en disant, bon ben voilà, surtout qu'au début je me suis engagé dans la sagesse, la voie de la sagesse, les chemins de la sagesse, avec un espoir complètement illusoire, ce serait que la sagesse me prémunit de tous les aléas de l'existence, et en particulier tout ce qui me fait peur et tout ce qui m'est désagréable. J'avais l'impression que ça allait me mener dans une bulle complètement isolée de la réalité qui m'effrayait. Et finalement, non. On plonge dans la réalité, et l'impermanence est franchement réelle, et la dégradation physique est réelle, le vieillissement est réel, et c'est une vérité qu'en fait, on a du mal à l'intégrer. On a du mal à l'intégrer. On le sait. Apparemment, c'est une évidence. Mais de là à accepter de plus en plus profondément cette loi du changement à l'œuvre dans notre corps, et puis évidemment auprès de ceux qui nous sont chers et auprès des gens, c'est d'un autre ordre, parce que le moi s'affole. En fait, le moi s'affole devant ces deux grandes lois inévitables, la loi du changement et la loi de la différence. Et un jour, Arnaud m'avait dit, on voit l'évolution de quelqu'un à comment il est situé par rapport à ces deux lois. Donc plus on est dans l'acceptation de ces deux lois,
moins il y a de résistance, ça veut dire que moins il y a d'ego crispé. Donc c'est une grande confrontation. Quand on est devant la loi du changement de manière aussi patente, ça amène un autre contexte. Et donc tu as eu le sentiment... Pour moi, c'est ça que ça a créé. Et tu as eu le sentiment que Arnaud, en tant que maître, dans cette situation, te transmettait encore, enfin ne serait-ce que par... indirectement, par les lois de la nature, je veux dire, oui, en un sens, oui. Et maintenant, une question qui se pose naturellement, qui est souvent posée. Donc, Arnaud est mort, l'être humain Arnaud Desjardins est décédé. Ça fait quelques années maintenant, en 2011. On pose souvent la question, qu'est-ce qui subsiste de la relation maître-disciple après la mort physique du maître? Est-ce que quelque chose subsiste? Si oui, quoi? Comment? Est-ce que le maître continue d'une manière ou d'une autre à nous enseigner au fil des jours, au fil de notre existence? Donc je trouverais précieux que tu puisses témoigner de ton expérience personnelle, si tu le veux bien, sur ce thème. Alors c'est un témoignage de mon expérience. Donc je dis ça en préambule parce qu'il ne s'agit pas d'adhérer à un credo convenu qui ne correspondrait pas à une expérience. Parce qu'il y a des personnes qui ont entendu « oui, mais Arnaud est toujours présent ». Alors c'est devenu une sorte de litanie, mais finalement qui écartèle les gens parce qu'ils n'en ont pas forcément l'expérience. Il n'est pas nécessaire qu'ils en aient l'expérience pour le moment. Comme la démarche est évolutive, ils peuvent l'avoir, cette expérience, ils peuvent le sentir de plus en plus finement au fur et à mesure de leur propre parcours, on va dire. Donc ce n'est pas une chose qui est convenue à partir de maintenant. On déclare que Arnaud est présent et vous devez obéir à ça. Donc je parle de ma propre expérience. Et si vous ne sentez pas Arnaud présent, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas erroné, c'est pas soit vous le sentez et à ce moment-là, tant mieux, vous faites partie de ceux qui sont sauvés, et soit vous le sentez pas et vous avez perdu votre temps. Donc c'est très délicat ce sujet-là. Je vais faire une autre parenthèse. Et pendant des années, Arnaud revenait sans arrêt sur les bénédictions qu'il avait reçues, c'est-à-dire les influences spirituelles des grands maîtres qu'il avait côtoyés, des grands sages qu'il avait côtoyés, dont il était un réceptacle, ça passait à travers lui. Par définition, comme postulat, je voulais bien croire qu'il disait vrai. Mais honnêtement, j'en avais absolument pas l'expérience. C'est-à-dire quand il nous montrait les objets qu'il avait reçus des maîtres, comme garant en fait, de son engagement et de son être, je partais du principe que si sa sainteté le Karmapa lui offre une cloche et un dorje, c'est vraiment très symbolique, ou si un autre maître lui offre une relique particulière, un objet sacré, c'est pas juste un échange de cadeaux, c'est vraiment très significatif. Et donc Arnaud nous parlait de la communion des sages, en référence à la communion des saints. Je disais sûrement oui, sûrement c'est une réalité, mais je n'y ai pas accès, je vois pas du tout ce qu'il veut dire, mais je pars du principe qu'il dit vrai. Il y a des bénédictions à l'œuvre, des influences, alors disons spirituelles à l'œuvre. Je partais du principe que c'était vrai. Mais c'était quand même très théorique. Et progressivement, c'est devenu plus concret pour moi. Mais c'est de l'ordre de l'expérience. C'est de l'ordre du vécu intime, c'est pas de l'ordre de la croyance. Donc quand on dit le maître est toujours présent, c'est à voir. C'est à voir. C'est à vérifier par son expérience. Alors là, il y a deux choses différentes. Il y a ce que je vois à l'œuvre presque quotidiennement à Mangalam auprès des personnes qui viennent, c'est qu'il se passe des choses, effectivement, qui ne peuvent pas m'être attribuées du tout en tant que paternité. C'est même pas en référence à une éventuelle compétence psychologique ou une éventuelle compétence technique, parce que j'ai suivi ce chemin depuis longtemps, et donc j'ai des compétences, et c'est l'expression ou le résultat de ces compétences-là. Non, j'ai vraiment, honnêtement, l'impression que j'y suis pour rien. Alors je me dis, c'est dans l'atmosphère, ça produit ces choses-là, parce qu'on est dans un espace particulier, alchimique, où il y a une sacralité, et donc à ce moment-là, ces énergies affluent ou confluent et font en sorte que des choses se manifestent concrètement et que des personnes se transforment concrètement, c'est-à-dire que c'est vraiment tangible, elles sont différentes.
c'est une autre personne dans des situations qui étaient précises et dans lesquelles elle réagissait d'une certaine manière, c'est plus la même personne. C'est vraiment quelqu'un d'autre. Donc là, c'est tangible. Mais il y a un autre aspect beaucoup plus difficile à décrire, qui est de l'ordre, on va dire, énergétique, qui est de l'ordre de ce que le cœur peut ressentir. Et là, c'est beaucoup plus vivant. Alors, je comparerais ça à une lumière qui est allumée, en fait. Une lumière qui est allumée, une transmission d'une influence. Les soufis disent la baraka. La baraka, ce n'est pas la chance. La baraka, c'est l'influence spirituelle. Et auprès des disciples d'Arnaud qui ont suivi longtemps, qui ont vraiment passé les épreuves accompagnées, qui ont maintenu la confiance de fond, il y a cette influence spirituelle à l'œuvre. Alors, j'en suis le dépositaire, mais comme d'autres aussi. Et ça, oui, ça c'est le plus précieux, qui est très difficile à communiquer, mais c'est même pas nécessaire d'en parler en réalité, parce que c'est ce qui me rend vraiment de plus en plus vivant, c'est ce qui m'anime de plus en plus, et c'est là-dessus que je me branche, que je me fixe pour pouvoir continuer à transmettre. Donc là, avec ce que tu viens de nous dire, on aborde une notion qui est assez difficile souvent à saisir, qui est celle de la lignée. Parce que, bon, il y a ton maître, Arnaud, que tu as connu, que tu as fréquenté, et puis Arnaud, comme tous les maîtres traditionnels, s'inscrit dans une lignée. Il avait lui-même un maître, Swami Prajanpad, qui avait lui-même un maître, Niralamba Swami. Bon, on peut remonter la lignée spirituelle jusqu'à un certain point. Et Arnaud lui-même, comme d'ailleurs tous les maîtres traditionnels, insistait beaucoup sur l'importance de la lignée spirituelle, d'appartenir à une lignée, sur les bénédictions de cette lignée. Alors, la première question toute simple, c'est qu'est-ce que c'est vraiment qu'une lignée spirituelle? Parce que quand on parle de lignée, on peut y voir simplement une succession, voilà, mettons, il y a un président de la République, puis ensuite un autre, puis ensuite un autre. On peut parler de la lignée des présidents de la Ve République, bon, c'est assez clair. Bon, on se doute qu'en matière spirituelle, il ne s'agit pas simplement d'une succession dans l'occupation d'une fonction, qui serait celle de maître spirituel. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui as certainement beaucoup réfléchi et beaucoup surtout ressenti par rapport à ces questions, de la nature de la lignée spirituelle, à proprement parler? On pourrait comparer ça à du feu. L'élève est une bougie donc inerte, on va dire à un niveau inanimé, et la rencontre d'un maître et d'une lignée va faire en sorte que cette bougie va pouvoir être allumée. Alors il y a des caractéristiques précises dans la transmission, des styles de transmission, il y a des écoles. Même si Swami Prajnanpad, il a innové, il a contesté certains aspects de la tradition, mais fondamentalement, il était complètement dans le non-dualisme, même s'il a introduit des innovations qui nous ont été extrêmement bénéfiques. Mais fondamentalement, il est dans la pure tradition des Upanishads, du Yoga Vasishta, c'est les deux grands textes traditionnels dont il se réclamait, et il était complètement fidèle à l'essence de ce que son propre maître lui a transmis, même s'il y a des adaptations contextuelles, même s'il y a des innovations à l'intérieur même d'une école, il y a quand même un style de base, en dépit des grandes différences. Et donc ce qui se transmet dans cette lignée, c'est cette flamme qui permet d'allumer d'autres sources, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas univoque. Il y a une lignée, mais en même temps, cette transmission de la flamme, c'est une loi spirituelle, on peut dire. Donc c'est comme ça que je me représenterais la lignée. Maintenant, toute lignée authentique transmet une flamme. C'est une loi universelle. Alors, c'est une image, forcément restrictive, mais ça peut être une manière de présenter les choses. Oui. Alors, puisqu'on on aborde cet aspect de la lignée, à un moment donné, quelques années, je crois, avant sa mort, Arnaud t'a demandé d'occuper une fonction tout
tout à fait particulière et elle-même pas forcément évidente à saisir dans sa nature, son sens, une fonction qui n'est pas celle d'un successeur au sens où tu prendrais sa place à la tête des institutions au service de sa transmission, une fonction plutôt spirituelle, proprement spirituelle, qui est celle qu'on pourrait appeler gardien ou détenteur, veilleur de la lignée. Voilà. Il t'a demandé d'occuper cette fonction. Donc, est-ce que tu pourrais, dans le cadre de ce dialogue, nous en dire un peu plus sur cette fonction, sur la manière dont tu as compris, dont tu comprends et ressens, peut-être aussi que ta compréhension a évolué avec le temps, dont tu comprends et ressens cette fonction qu'Arnaud t'a confiée, en quoi elle consiste, à quoi est-ce qu'elle t'oblige, finalement, qu'est-ce que c'est que ce rôle de gardien de la lignée qui t'a été dévolu? Alors, j'aurais bien aimé lui poser la question, mais je ne l'ai jamais fait parce que ça aurait supposé que de postuler son décès. Je ne voulais pas entrer en relation avec lui en disant « Bon, quand vous serez mort, voilà comment je dois agir et qu'est-ce que je dois faire de ce que vous venez de me dire. » Donc j'ai laissé ça en plan, en suspens, en laissant les choses évoluer d'elles-mêmes. Mais j'ai bien senti que pour lui, c'était très important. Il sentait devoir le faire avant de quitter ce monde. Donc je me suis dit, là, il me délègue une responsabilité qui est assez difficile à définir, parce qu'il n'y a pas de critères objectifs sur lesquels je pourrais me rabattre pour me sécuriser. Donc je me dis, ce qui est essentiel, c'est ce lien intime, parce que j'ai reçu d'Arnaud, non pas tant dans la forme extérieure de la transmission de l'enseignement, même si là, c'est important d'être le garant de la manière dont cet enseignement est transmis et qui a ses spécificités, qui pourraient se diluer, qui pourraient se perdre de vue, qui pourraient être éventuellement déviées avec le temps. Et donc là, je suis le représentant d'une garantie dans la maintenance de, l'appareil de transmission, même si chacun peut avoir son style différent. C'est ça qui est magnifique. On ne parle pas de la lettre, mais on parle plutôt de l'esprit. Oui, de l'esprit, de notre école. Donc là, il y a une fidélité, on ne cherche pas à créer une autre école complètement atypique par rapport à ce qui a précédé, même si chacun a forcément son style, et dans son être même, il va être un agent de transmission avec des spécificités. Et ça fait partie de la beauté de la chose, c'est qu'il y a des variétés de possibilités. Ce n'est pas un clonage où la fidélité consiste en une pâle imitation. J'ai vu malheureusement des personnes qui se restreignent dans une imitation par peur de l'infidélité. Mais il s'agit d'une fidélité intérieure et plus subtile, qui dans la forme pourrait prendre des expressions innovantes, audacieuses. Enfin, il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Mais la garantie est d'une fidélité d'un autre ordre, dans l'intégrité, je dirais la pureté de cette voix. Alors elle peut se manifester sous des formes variées, mais il y a une fidélité, et là ça demande un détecteur, ça demande j'ai un feeling pour sentir qu'est-ce qui peut être déviant à ce niveau-là. Donc on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est souvent difficile, donc j'insiste un peu, parce que je crois que c'est difficile à capter pour beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas, ou tout de suite ce genre de propos, de conception, fait penser à l'orthodoxie au sens négatif du terme, l'intégrisme. Donc il ne s'agit pas d'intégrisme, il s'agit d'intégrité. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Voilà. Voilà. On est à ce niveau-là, de l'esprit et pas de la lettre. Je crois que c'est important de vraiment souligner. Mais c'est pas si facile que ça de distinguer, parce qu'on peut avoir peur de l'innovation, on peut avoir peur de ce qui n'est pas exactement conforme à ce qu'on pense que le maître voulait, ou à ce qu'on pense qu'il a établi. Lui-même, dans ses différents ashrams, il y a eu énormément de changements, il y a énormément d'évolution. Donc c'est comment rester fidèle à l'esprit alors que les formes extérieures ne peuvent pas ne pas changer. Les mentalités extérieures ne peuvent pas ne pas changer. Donc on ne peut pas rester figé dans des structures qui avaient leur sens à une époque, mais qui sont invalides actuellement. On ne peut pas transposer mécaniquement. Ce serait beaucoup plus facile si on pouvait juste dupliquer. Bien sûr. Là, ça demande justement de garder l'esprit et à quoi correspond cet esprit. Et à mon sens, garder cet esprit, ça suppose de rester branché au niveau du cœur. L'intelligence du cœur, la connaissance se situe au niveau du cœur.